Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler MotoGP. Le monde de la MotoGP qui était de retour sur les circuits avec une double manche sur le Grand Prix sur le circuit de Misano. On va enchaîner 3 courses d'affilée pour expliquer dans ce mois de septembre. 2 courses à Misano et puis ensuite on ira du côté de la Catalogne avant d'aller au Grand Prix de France. Circuit de Misano après 3 semaines de pause depuis le Grand Prix d'Autriche. Donc voilà, il y avait eu un peu de repos, tout le monde était un peu reposé et on avait le retour de certains pilotes comme Pecco Bagnaia et Karl Crutchlow qui s'était fait opérer d'un problème du syndrome des loges mais qui malheureusement n'a pas pu participer au Grand Prix. On commence tout de suite au bilan des Bleus avec une course qui a été je trouve plutôt extrêmement linéaire, c'est-à-dire qu'on a eu 2 chutes de Quartararo, et on reviendra dessus, mais sinon je trouve que la course a plutôt été assez linéaire, comparé au Grand Prix de Formule 1 en plus, c'est vrai que ça fait presque chiant, mais ça reste quand même une course moto, donc ça n'est jamais chiant. Mais voilà, la course a été, je trouve, très linéaire, voilà, peu d'incidents. Rossi a failli avoir son 200e podium. Bon, ça n'est pas arrivé. Battu par Joan Mir. Il a quand même fait un bon week-end, je trouve. Rossi, on reviendra sur le pilote italien du côté des tops. Mais on commence tout de suite avec Johann Zarco du côté des Français. Johann Zarco qui finit assez loin sur ce Grand Prix, simplement 15e. Peut-être en souffrance avec son poignet sur cette piste, on le sait, il a eu du mal pendant tout le week-end avec les bosses sur la piste de Misano, un peu en souffrance, mais bon, il prend quand même un point, mais bon, c'est week-end en demi-teinte parce que de l'autre côté, vous avez quand même un pilote italien qui est son adversaire pour un guidon chez Ducati qui fait un énorme Grand Prix. Et c'est vrai que du côté de Zarco, on peut être déçu de cette 15e place. Malgré tout, il y a des motifs de satisfaction. Déjà une qualification directe encore une fois en Q2. Une qualification où il termine 10e. Pendant très longtemps aussi, il a été dans le rythme de Andrea Dovizioso. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, il a eu du mal à accélérer le rythme. On s'aperçoit que Jack Miller également a souffert en fin de Grand Prix. Donc c'est pas le seul pilote Ducati qui a souffert. Mais bon, son adversaire numéro 1, lui, n'a pas souffert et a eu un très très gros rythme pendant tout le Grand Prix. Donc c'est vrai que pour Zarco, c'est un petit peu compliqué peut-être à vivre cette situation. Mais voilà, encore un point pour Avintia aussi. Et dire que Avintia est quand même extrêmement bien classé au championnat, peut-être même devant Honda au niveau du classement équipe, donc ça doit faire un petit peu mal chez Honda Repsol. On continue avec Quartararo. Quartararo, alors autant samedi, vendredi, ça se passait plutôt bien. Vendredi, tout se passait bien en tête. C'était la séance 1 ou 2, je ne sais plus laquelle. Samedi, ça allait encore bien avec une qualification où il était presque déçu de faire cette position-là. C'est ce qui était assez surprenant. Il était presque déçu de faire troisième, de faire première ligne. Notre ami Fabio Quartararo. Et d'être, surtout, je pense qu'il était déçu, c'est d'être derrière Morbidelli et derrière un de ses adversaires au championnat qui est Vignales. Mais tout devait bien se passer. Et puis dimanche, catastrophe. Rien n'a fonctionné. Il y a eu déjà ce problème en warm-up avec son gant. Il fait un tout droit et puis voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe avec son gant, si c'est les freins, enfin, il y a eu un problème et il fait un tout droit et puis derrière en course, on voit un pilote qui n'était pas vraiment en grande confiance avec sa machine. Peut-être aussi parce qu'il a mis un pneu dur. Et c'est vrai que Quartararo, la première fois où il a mis le pneu dur, c'était Phillip Island, ça n'a pas marché. Là, c'est la deuxième fois et ça ne marche toujours pas, donc il n'est pas en très bonne... il n'aime pas trop ce pneu, j'ai l'impression. Et là, ça a pêché en performance pure, Quartararo. Et puis une deuxième chute derrière avec la deuxième moto, ça fait beaucoup, surtout quand on sait que, côté de chez Yamaha, on aimerait plutôt conserver un petit peu des machines saines et surtout ne pas casser certaines pièces des moteurs. Or, quand vous avez une chute, foncièrement, vous fragilisez un petit peu les moteurs. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour Fabio Quartararo
Surtout, lui qui est en tête du championnat depuis le début de saison, il a perdu cette première place. Et bon, il va pas falloir continuer à faire des erreurs comme ça parce qu'il a quand même perdu déjà pas mal de points en Autriche. Et là encore du côté de Saint-Marin, il va falloir déjà rectifier le tir lors de la prochaine course. Et puis surtout, je pense du côté du Grand Prix de France, mais à Aragon, où là ça sera très important. Et puis à Valence également. Je continue avec les pilotes au top. On va essayer que cette vidéo soit plutôt rapide. Encore une fois, parce que j'ai pas mal de trucs à encoder, pas mal de trucs à faire. Et sinon, ça va bloquer avec le Tour de France. Je commence avec Banaya, deuxième de la course. Alors qu'il revenait d'une très grosse blessure. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Il est resté sur la même lignée que lors du Grand Prix de République tchèque où il avait déjà été très très bon. Il fait de toute manière une bien meilleure saison que l'année dernière. L'année dernière, ça avait été un peu ma grosse déception de l'année, Pecco Banaya, parce que j'avais trouvé que pour un pilote débutant, il n'avait pas réussi à s'imposer véritablement chez Pramac et qu'il n'avait pas encore compris comment marcher une MotoGP. Là, il faut le dire, il a vraiment compris comment marcher une MotoGP. Regardez quand même son rythme en fin de Grand Prix, c'est le pilote qui est le plus rapide. Heureusement que Morbidelli s'était échappé parce qu'il revient qu'à 2 secondes de Morbidelli. Alors qu'à un moment, je crois l'écart de 3 secondes 8, 4 secondes. Donc c'est vraiment une fin de course monumentale de la part de Pecco Bagnaia qui a montré que même diminué, il était encore au top. Et je pense que Marc Marquez, il doit se dire, j'ai quand même joué au con avec mon bras parce que Bagnaia, il a respecté les préconisations au niveau de sa blessure, ça lui a fait perdre 3 grands prix, pourtant des grands prix, 2 grands prix, plutôt des grands prix très favorables à sa Ducati et à sa machine. Mais il est de retour alors que Marc Marquez, il a voulu revenir tout de suite et puis on ne sait pas quand il va revenir. Est-ce qu'il va courir cette année Marc Marquez, ça commence à devenir un petit peu une arlésienne. Et est-ce qu'il n'y aura pas des séquelles sur le long terme pour le pilote espagnol On peut se poser la question. Donc du côté de Bagnaia, déjà, bonne rééducation, il a pris son temps et il a bien fait. Et puis derrière, un gros rythme de course qui est plus que satisfaisant. Victoire et haut de pilote au top pour Morbidelli, qui lui aussi a fait un très très bon week-end. Deuxième en qualification, je l'ai dit, mais même très régulier parce que son rythme il avait pas un mauvais rythme, il était 6ème voilà, en EL4. Bon, le warm-up était assez particulier, mais il fait quand même deuxième, mais c'était un petit peu particulier. Mais il a longtemps mené le warm-up, même devant Nakagami. Il était deuxième en EL2. Il a été assez proche pendant tout le week-end, à part en EL1 de Quartararo. Il a fait quand même un très très bon week-end. Il gagne la course, ça a peut-être enfin débloqué quelque chose chez Morbidelli qui, je trouve, se voyait un petit peu trop comme un outsider, comme pas forcément un pilote capable de jouer des titres. Et Morbidelli, il faut quand même pas le rappeler, c'est un pilote qui est champion Moto 2, c'est un pilote qui est très performant. Et là, il a enfin montré qu'il pouvait être solide sur tout un week-end. Il a montré qu'il était solide mentalement également, parce que quand vous voyez Bagnaia revenir à coup de 2-3 dixièmes au tour, vous pouvez vous inquiéter quand même un petit peu. Il l'a fait avec une moto ancienne génération, et du côté de Yamaha, ça a quand même un peu fait réfléchir, parce que lui, il a la moto de l'année dernière, Morbidelli. Alors certes, avec des évolutions quand même, mais une moto de l'année dernière. Une moto voilà, moins performante que celle de Fabio, que celle de Valentino Rossi. Donc c'est très satisfaisant quand même pour Morbidelli, parce que c'est un peu comme Pierre Gasly. On peut faire un comparatif entre les deux. Il arrive chez Petronas comme pilote numéro 1 et puis il se fait rétrograder. Il n'a pas le guidon officiel Yamaha alors que techniquement il lui était promis, donc mentalement c'est dur. Et pourtant cette année, il fait quasiment sa meilleure saison. Et avec une moto B, il arrive à battre l'équipe qui a la moto A, avec Vignales et Rossi. Bon, comme quoi, on peut voir des comparatifs entre les deux. Puis je finis avec Rossi, parce qu'il est passé pas loin de son 200e Grand Prix, mais on a senti un Rossi mobilisé, on a senti qu'il avait envie. Qu'il avait envie de bien faire, et je pense qu'il sera très performant le week-end prochain également du côté de Misano. Mais non, il a fait des très très bonnes courses, il a fait des très très bonnes choses. Moi, ce que je veux retenir, c'est que Mir a quand même dû s'employer pour le dépasser. Et surtout, encore une très grosse qualification de Rossi
qui avait été ce grand souci l'année dernière, c'était les qualifications. Il a tenu aussi toute la course, ce qui est son problème depuis le début de saison. Il a tenu avec les pneus. Pourtant, dans des conditions, il faisait assez chaud et qui n'étaient pas faciles. Donc, chapeau, Monsieur Rossi. Et en plus, c'est un pilote, ce sont deux pilotes devant lui, qui sont devant lui, Banaya et Morbidelli, qui font partie de la VR46. Comme quoi, son académie de jeunes pilotes, il n'est pas mauvais non plus pour dénicher des talents. On continue avec maintenant pilote équipe au flop. Je commence avec KTM. Pourquoi KTM? Parce qu'on les attendait pas aussi loin. Sur un circuit, il faut quand même pas mal de motricité. Il y a quand même pas mal de sections où on réaccélère à des vitesses assez faibles. La traction, c'est quand même techniquement leur point fort. On s'était aperçu sur la dernière course. Et bien là, ça n'a pas marché, surtout en course, où c'est Paul Espargaro qui est le meilleur. Oui, en course, voilà, qui finit à 10e, devant Oliveira 11, Brad Binder 12, Lecuona est 14, mais déjà il profite également des petits soucis de Zarco, mais ils sont quand même en net retrait, on les attendait dans le top 10, et ils sont en dehors, donc foncièrement, c'est une déception du côté de KTM, avec en plus la chute de Brad Binder, donc une moto qui n'était pas facile ce week-end, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris vraiment pourquoi ça ne marchait pas, donc ça pourrait être également le cas lors de la prochaine course le week-end prochain sur ce même circuit. On continue avec Petrucci. On ne peut pas se satisfaire de finir en dehors du top 10 quand on est un pilote italien sur un Ducati, sur un Grand Prix quasiment sur un Grand Prix à domicile. Du côté de Petrucci, c'est pas normal. Il n'a jamais été dans le coup pendant tout le week-end, totalement dominé par Dovizioso, mais surtout, c'était le dernier pilote Ducati, à part Tito Rabat. Mais Tito Rabat qui a une machine qui date de l'ancien temps. Donc c'est pas normal pour Petrucci d'être aussi loin en termes de performance. C'est pas concevable. Aujourd'hui, c'est la dernière Ducati pendant le Grand Prix. Et pourtant, Zarco, encore une fois, j'ai dit qu'il n'avait pas fait une course exceptionnelle. Donc, enfin, Petrucci, je me dis que l'année prochaine, chez Tech 3, il va falloir qu'il se remobilise quand même. Parce que ça fait depuis un an qu'on ne sait plus où est Petrucci. Plus d'un an même. Donc là, il va falloir vraiment qu'il se remobilise mentalement, parce que sinon on ne le reverra plus en MotoGP, et je suis pas sûr qu'Hervé Poncharal se dise tout de suite là, j'ai fait un grand choix avec le pilote italien. Puis je finis avec Vignales. Autant il a pris un bon départ pour une fois, ce qui n'est pas aussi récurrent que ça, Vignales, mais il a décroché en fin de Grand Prix. Il finit 6ème. Alors, un pilote qui commence en pole position et qui finit 6ème dans les sports mécaniques, ça s'appelle quand même une grosse déception. Depuis le début de saison, quand même, on n'a pas un très très grand Vignales, contrairement à l'année dernière où il avait fini très très fort. Ouais, un peu déçu par le pilote espagnol. Très clairement, je m'attendais à mieux sur le Grand Prix, je m'attendais à ce qu'il finisse sur le podium. Il est quand même largement en dehors du podium. Il finit quand même à 5 secondes de Morbidelli, à 3 de Banaya et de Johan Mir. Donc c'est quand même une déception, je trouve, pour Vignales, qui pourtant là avait pris un pas mauvais départ, mais c'est ensuite en course que la situation s'est vraiment dégradée. On place au classement pilote rapidement. Andrea Dovizioso, 76 points en tête devant Quartararo, 6 points derrière. On retrouve ensuite Jack Miller, Johan Mir, Vignales, Rossi, Morbidelli, Binder, Nakagami, Oliveira. Johan Zarco est 13e avec 31 points. Alex Marquez loin. Marc Marquez n'a pas marqué de points comme Stéphane Bradl. J'ai vu comme pitch qui se posait la question, quelqu'un qui suit la MotoGP, je ne sais pas si vous le savez, qui s'est posé la question, est-ce que c'est la meilleure ou la pire saison MotoGP? Moi, je trouve que c'est la meilleure parce qu'il y a une densité au niveau du haut niveau. On a quasiment toutes les motos qui peuvent se battre les unes contre les autres. Et c'est ce qu'attendent les fans en sport mécanique, c'est quand tout le monde peut se battre les uns contre les autres. Par exemple, en comparaison, je trouve que la saison de Formule 1, autant au niveau des circuits, c'est la meilleure du monde, autant sur le spectacle proposé, parce que Mercedes archi domine, c'est quand même moins bien. Et puis, on passe aussi au classement équipe. Petronas devant Yamaha, on a simplement 11 points d'écart. On retrouve ensuite Ducati, Suzuki qui se battent quelques points derrière. Il y a vraiment aussi une grosse bagarre au niveau des classements par équipe. On retrouve ensuite Pramac
KTM, Tech 3, LCR, Avintia, Aprilia et Honda, qui est bonne dernière et qui a désormais 9 points de retard sur Aprilia. Et Aprilia qui est quand même un petit peu décevant depuis quelques courses. Et 22 points de retard sur Avintia, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et on s'aperçoit que quand un être vous manque, eh bien rien ne fonctionne chez Mercedes. Peut-être que ça arrivera également chez Mercedes, mais surtout chez Honda, parce que la moto est trop pointue à piloter. C'est un petit peu comme la Red Bull en Formule 1, là c'est un peu pareil. C'est une moto trop pointue à piloter, et il n'y a que Marc Marquez qui arrive à la faire fonctionner. Donc quand il n'est plus là, c'est un petit peu la déchéance, même si Nakagami essaye de faire ce qu'il peut. Mais ça pose bien la question de réfléchir à est-ce qu'il ne faut pas quand même plusieurs pilotes pour amener des titres constructeurs, également pilote de champion du monde. Moi je considère que si, c'est un collectif qui vous fait être champion du monde, et le collectif ça passe également par l'équipier. Et si l'équipier n'arrive pas à faire fonctionner cette moto, eh bien c'est un petit peu compliqué. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous, on se retrouve pour le prochain Grand Prix, ça sera la semaine prochaine, et surtout pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao ciao.